Bon, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Madame Marchand a donné pouvoir à Monsieur Ruffier, Madame Laclais à Monsieur Serino, Monsieur Fajot à Monsieur Dupassieux, Monsieur Dulin nous a rejoints, Madame Mornan a donné pouvoir à Aloïs Chassot, Laura Vacher a donné pouvoir à Pierre Pérez et Damien Varron a donné pouvoir à Delphine Julien. Y a-t-il, par rapport au compte-rendu du 11 avril, des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de désigner Aloïs Chassot comme secrétaire de séance. Et je vais, après avoir déclaré le conseil municipal ouvert, le refermer pour donner la parole aux représentants, je ne les vois pas, des pompiers. Ils ne sont pas là. Bon. Ils devaient venir nous présenter le centre de secours principal, le projet de la mode Servolex, en préambule au conseil municipal. Donc, bon. Eh bien, écoutez, ils se remettront au feu. Donc, on va donc engager immédiatement avec la première question qui est à l'ordre du jour, qui est le dossier du PLUI HD. Je vais donc laisser ouvrir... présenter le rapport à Josiane Beau, puis je suspendrai la séance pour que le bureau d'études et les techniciens de Chambéry Métropole, de Grand Chambéry, pardon, Monsieur le Président, nous fassent la présentation technique du dossier, puis je rouvrirai pour le débat. Madame Beau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, suite à la fusion des deux intercommunalités Cœur des Bauges et Chambéry Métropole, Grand Chambéry a décidé par délibération du Conseil communautaire du 18 mai 2017 l'élaboration d'un PLUI unifié issu de la fusion des deux procédures engagées. Il a aussi été acté dans ce cadre l'élaboration d'un PLUI tenant lieu en outre de programme local d'habitat et de plan de déplacement urbain. Cette élaboration a été engagée pour poursuivre la co-construction d'un projet de territoire à l'échelle des 38 communes membres et prendre en compte les évolutions législatives qui se sont succédées. Le Conseil communautaire, dans sa séance du 21 février 2019, a arrêté le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d'habitat et de PDU. Conformément aux articles du Code de l'urbanisme, les communes membres sont appelées à rendre leur avis sur les orientations d'aménagement et de programmation et les dispositions du règlement du projet de PLUI HD arrêté qui les concerne directement, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Comme prévu par l'article 153.15 du Code de l'urbanisme, le Conseil municipal est amené à donner un avis sur les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, et les dispositions du règlement du projet de PLU IHD arrêté qui la concerne directement. Je rappelle que le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, a été débattu en Conseil municipal du 20 novembre 2017. Les orientations vont être présentées par le bureau d'études qui a accompagné Grand Chambéry. Avant cette présentation, quelques mots sur ce qui change pour la ville de Chambéry. D'une part, par la mise en place, globalement, le PLUI de Chambéry va conforter le projet urbain qui est en cours. Par la mise en place de zonages plus adaptés à la typologie déjà existante des quartiers, par des orientations d'aménagement et de programmation proposant des évolutions pour les secteurs en jeu. Les constructions devront s'implanter dans les espaces déjà urbanisés, zone U. Les terrains non construits aujourd'hui seront protégés soit en terrain naturel N, soit en terrain agricole A. L'utilisation des formes urbaines plus denses est également préconisée à travers les OAP qui seront opposables aux autorisations d'urbanisme. La réglementation de l'usage des sols intègre désormais un coefficient de biotope favorisant la biodiversité. Il définit par pourcentage la surface dédiée à la végétalisation favorable à l'écosystème sur la surface totale d'une parcelle, objet d'une construction neuve ou d'une rénovation. Des secteurs de mixité précisent les objectifs d'équilibre social, de programmation de développement durable, d'insertion architecturale et paysagère et de qualité environnementale, ainsi que de la prévention des risques. La reconstruction ou réhabilitation des logements insalubres ou inoccupés sera privilégiée. Les zones AU en attente d'urbanisation disparaissent. De nouvelles zones favorisant la mixité, UM, UAM, sont créées sur des secteurs en jeu. Pour une meilleure lisibilité, les constructions auront des hauteurs en mètres minimum et maximum.
Les documents d'orientation, des orientations d'aménagement et de programmation thématique constituent un autre volet du PLUI HD. Elles ont pour vocation de fixer des orientations sur des thématiques intéressant tout ou partie du territoire. Pour la ville de Chambéry, les orientations d'aménagement et de programmation sectorielle sont déterminées sur des secteurs en jeu avec des principes d'aménagement. Je vais les citer simplement, je pense qu'on reviendra dessus ensuite. Donc il y a 2 OAP qui valent règlement, c'est le secteur de Vétretex, celui de Cassines et de Chantemerle. Il y a ensuite des OAP qui sont simplement des orientations d'aménagement et de programmation. Bissy-Lérier, qui sont des activités économiques et de déplacement entre le phare et l'échangeur de la VRU. Chamcourt, qui est une ZAC économique. Bissy-la-Croix, qui est du renouvellement urbain avec de la mixité d'habitat, du commerce et un carrefour assez stratégique à cet endroit-là. Le Centre-Nord, accompagnement du renouvellement urbain, mixité habitat au nord et au sud de Vétretex pour faire le lien avec le centre-ville. L'internat Vaugelas-Monget, renouvellement urbain avec de l'habitat. Petit Biolay, maîtrise de la densité dans un quartier assez calme. Les Mains, affirmation d'un site patrimonial et d'un espace vert, développement mesuré de l'habitat. Le Nord des Combes, renouvellement urbain et désenclavement du quartier de Chambéry-le-Haut, rénovation des équipements publics. La Reverriaz, amélioration des déplacements et de la sécurité d'un quartier d'habitat. Soupunier, habitat peu dense pour accompagner la rénovation du Vieux-Bourg. La Biaz, évolution maîtrisée en réserve foncière pour des équipements publics liés au stade. La Croix-Rouge-Dessus, habitat peu dense. Les Bois, habitat peu dense. Les Hauts-de-Chambéry, développement. Habitat et liaison entre Forum et route de Saint-Saturnin, désenclavement. Le PLUI HD couvre les 38 communes à l'exception du PSMV. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Chambéry donnera lieu à une autre délibération qui est en cours d'examen. Voilà, Monsieur le maire, après cette introduction un peu synthétique et rapide, je pense qu'on peut laisser au bureau d'études le soin de nous présenter, je veux dire, le PLUI HD. Merci. À ce point, je suspends donc la séance et je donne la parole à l'équipe du bureau d'études pour nous faire la présentation. Oui, bonsoir. Alors, quelques éléments effectivement techniques pour vous resituer un petit peu le cadre de cette procédure d'élaboration du PLUI HD. Quelques mots pour vous rappeler le cadre finalement et la hiérarchie dans laquelle vient s'insérer ce PLUI Vallon PLH et Vallon PDU. On est bien entendu dans le cadre national de la réglementation d'urbanisme, donc une procédure qui est régie par le Code de l'urbanisme et qui est aujourd'hui dans le cadre du Grenelle de l'environnement et plus récemment de la loi ALUR. On s'inscrit également dans un cadre supra-communautaire en matière de documents d'urbanisme et de planification, avec notamment la révision du SCOT qui est en cours au niveau de Métropole Savoie, la charte des 2 PNR qui concerne votre territoire et Grand Chambéry, et puis un certain nombre de documents supraterritoriaux qui sont déclinés aujourd'hui dans cette procédure de PLUI HD. Alors, en ce qui concerne les grandes étapes d'élaboration de ce document, 4 grandes étapes qui ont jalonné, je dirais, l'élaboration du document, à commencer par le diagnostic qui a permis de faire l'état des lieux du territoire sur l'ensemble des composantes et des thématiques de l'aménagement du territoire et du développement durable, donc un diagnostic qui a été entamé en 2016, qui s'est suivi, je dirais, du socle politique du document d'aménagement et de développement durable, donc le PADD, qui engage finalement le territoire de Grand Chambéry à l'horizon 2030 sur un projet politique commun et partagé, dans lequel on retrouve les grands engagements de l'agglomération en matière d'aménagement et de développement durable, et dans lequel on retrouve également un scénario, donc tout un travail de prospective qui a accompagné ce projet d'aménagement et de développement durable, avec, on le verra tout à l'heure, un objectif en termes d'accueil de population, en termes de production de logements et en termes de consommation foncière. Ce PADD, c'est évidemment le socle, si vous voulez, politique de la démarche, qui ensuite a été traduit dans le dispositif réglementaire du PLUI HD. On le verra tout à l'heure avec un certain nombre de pièces qui vont concerner les demandes d'autorisation d'urbanisme
par voie de conformité ou par voie de compatibilité. Et puis on se trouve aujourd'hui dans la phase de procédure administrative qui suit l'arrêt du projet en conseil communautaire au mois de février, et dans laquelle les personnes publiques associées dont les 38 communes de l'agglomération font partie sont consultées pour rendre un avis sur le projet arrêté en conseil communautaire. Cette phase sera évidemment suivie de l'enquête publique sur le projet de PLUI HD courant de l'été, donc sur les mois de juin et de juillet. Et ensuite viendra la phase de prise en compte, ou en tout cas d'analyse de l'ensemble des remarques qui auront été formulées par les personnes publiques associées et par les pétitionnaires au moment de l'enquête publique. L'objectif étant d'arriver à une approbation effective du PLUI HD avant la fin 2019, donc un calendrier qui touche à sa fin, même si plusieurs étapes restent encore à venir jusqu'à la fin de l'année. Et puis évidemment, vous précisez que l'élaboration du PLUI a fait l'objet d'une concertation à la fois avec les acteurs locaux, à la fois avec les habitants, et a fait également la part belle aux élus locaux dans le cadre de plusieurs ateliers de travail avec les communes sur des configurations différentes, mais en tout cas une concertation qui a été menée, je dirais, en transversalité sur les différentes phases d'élaboration du PLUI HD, et qui permet aujourd'hui d'aboutir à un document partagé sur le territoire. Voilà, et cette concertation a été, en tout cas, s'inscrit dans la charte de gouvernance qui a été passée effectivement au moment de la délibération de prescription du PLUI HD, donc charte de gouvernance entre Grand Chambéry et les 38 communes du territoire. Alors, vous avez à l'écran les différentes pièces constitutives du PLUI HD, avec, je vous le disais, le PADD, qui est le document politique fondateur de la procédure, qui vient ensuite se décliner dans un certain nombre de pièces qui sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, donc on y reviendra tout à l'heure, les orientations d'aménagement et de programmation, donc les OAP, qui concernent les autorisations d'urbanisme par voie de compatibilité, le règlement, donc vous avez un plan de zonage et un règlement écrit qui viennent décliner les différentes règles en termes de constructibilité. Et puis la troisième pièce réglementaire que vous retrouvez dans ce PLUI HD, c'est le programme d'orientation et d'action, donc le POA, qui pour le coup est très spécifique au volet déplacement mobilité et au volet habitat-logement, qui viennent définir finalement les grandes orientations au niveau de l'agglomération sur la stratégie mobilité-déplacement d'une part et sur la stratégie habitat-logement d'autre part. Donc voilà un petit peu la photographie des différentes pièces qui composent le dossier de PLUI HD, qui a par ailleurs fait l'objet d'une évaluation environnementale qui est obligatoire sur ce type de procédure et qui permet finalement d'évaluer les impacts, les incidences du projet de territoire sur les différentes composantes environnementales de votre territoire. Alors, une des particularités de ce PLUI HD est effectivement dans cette logique de plan de secteur, qui a été un engagement porté par Grand Chambéry au moment du lancement de la phase réglementaire du PLUI, qui permet à la fois de prendre en compte finement les particularités des 38 communes dans la définition des règles d'urbanisme. On n'a évidemment pas les mêmes conditions et les mêmes parties d'aménagement au centre-ville de Chambéry qu'au Châtelard. Donc cette particularité et ces spécificités sont prises en compte par le biais de ces plans de secteur. Et puis la deuxième avantage, je dirais, de ces plans de secteur, c'est effectivement la lisibilité et la bonne compréhension des règles, puisqu'on retrouve des plans de secteur et donc des orientations d'aménagement, un zonage et un règlement qui sont spécifiques à chacun des 4 plans de secteur du territoire, donc le plan de secteur urbain, le plan de secteur des Piémonts, le plan de secteur du plateau de la Lesse et le plan de secteur du cœur des Bauges, dans lequel on retrouve des orientations d'aménagement et un dispositif réglementaire spécifique, donc avec des pièces de dossier à part entière, je dirais, dans chacun de ces plans de secteur.
Alors, quelques mots pour vous rappeler les grandes lignes de la philosophie du projet politique qui est inscrite dans le projet d'aménagement et de développement durable. 3 axes d'intervention transversaux à l'horizon 2030. Une agglomération facilitante et de proximité au service d'un cadre de vie de qualité qui finalement définit l'ensemble des orientations en matière d'aménagement, de logement et de mobilité. Une agglomération qui s'inscrit au cœur des transitions écologiques et énergétiques de demain, donc tout le volet finalement développement durable, durabilité du territoire, performance énergétique et environnementale à horizon 2030, et puis une agglomération innovante et attractive qui conforte son positionnement au sein du sillon alpin, où là on vient retrouver les grands engagements de l'agglomération en termes de développement économique et en termes d'aménagement touristique notamment sur les 12 à 15 prochaines années. Et puis le PADD, je vous le disais, c'est également un scénario prospectif, une ambition en termes d'accueil de population, avec ce chiffre à 1,3% de croissance annuelle moyenne sur les 12 prochaines années, pour une population estimée à 2030 autour de 160 000 habitants, ce qui représente un gain de population estimé entre 23 et 24 000 nouveaux habitants par rapport à la population au 1er janvier 2018. Et donc, pour accueillir ces habitants, effectivement, un besoin en logement estimé à 1250 logements neufs en production annuelle moyenne sur les 12 prochaines années. Voilà un petit peu le cadre général et la philosophie du projet qui a finalement permis de donner ensuite le ton aux différentes pièces réglementaires du PLUI HD. Alors, une focale particulière sur le plan de secteur urbain, donc qui regroupe effectivement les 10 communes de la Cluse chambérienne, qui est évidemment le principal pôle démographique et urbain de l'agglomération, avec près de 9000 hectares qui sont couverts sur ce plan de secteur, ce qui représente à peu près 17% du territoire de Grand Chambéry. Et on retrouve effectivement 10 communes qui s'étirent le long de la Cluse, du nord au sud, de la Motte jusqu'à Challes-les-Eaux. Alors, on est évidemment, je vous le disais, dans le cadre fixé par le Grenelle de l'environnement et plus récemment par la loi Allure, dans lequel le législateur nous demande de porter une attention particulière à la consommation limitée des espaces agricoles et naturels et forestiers, et qui finalement nous impose aujourd'hui de travailler à la densification, à l'intensification des espaces qui sont déjà urbanisés aujourd'hui et finalement qui nous ont amenés à travailler sur, je dirais, une acceptabilité de la densité et de la reconquête des espaces urbanisés afin de préserver évidemment le cadre de vie et tout ce qui fait aujourd'hui la qualité de vie chambérienne et la qualité de vie de l'agglomération. Donc cet objectif de lutte contre l'étalement urbain, on va le retrouver dans le PADD avec un stock foncier et donc un dimensionnement du foncier constructible qui doit nous permettre de justifier des efforts en termes de modération de la consommation foncière. Donc on vient rendre des espaces au terrain agricole et naturel dans le cadre du PLUI HD, ce qui nous permet de s'inscrire dans ce cadre réglementaire qui est défini aujourd'hui par le Code de l'urbanisme. Alors, la traduction du projet politique et de ce PADD dans les différentes pièces réglementaires du PLUI HD, c'est d'abord le volet habitat. On retrouve 2 pièces principales qui viennent décliner finalement la stratégie de l'agglomération en termes d'habitat et de logement, qui est, si vous voulez, l'équivalent du programme local de l'habitat qui préexistait avant l'élaboration de ce PLUI HD, avec d'une part le programme d'orientation et d'action, donc le POA Habitat, où là on est vraiment sur les grandes orientations stratégiques en termes d'habitat et de logement, donc la production neuve, les mixités urbaines, sociales, générationnelles, les publics spécifiques, et une action spécifique également sur l'attractivité et la qualité du parc existant. Donc là, on est vraiment sur les grandes orientations stratégiques. Et on retrouve ensuite la deuxième pièce sur le volet habitat, qui est l'OAP Habitat. Donc là, on est sur une OAP thématique qui vient pour le coup décliner commune par commune la programmation en logement et en foncier en réponse au scénario démographique qui a été retenu à l'échelle de l'agglomération et ventilé ensuite territoire par territoire. Donc
Donc là, si on regarde un petit peu plus dans le détail, on a un besoin global en logement de 14 800 nouveaux logements à l'horizon 2030 sur l'ensemble de l'agglomération. Et on retrouve une répartition à près de 75% de logements qui sont programmés dans le cadre des orientations d'aménagement et de programmation du PLU-IHD, donc un urbanisme programmé. Et on retrouve ensuite autour de 2000 logements constructibles en diffus dans l'ensemble des espaces urbanisés du territoire, donc les zones urbaines du PLU-IHD, et environ 1700-1800 logements qui sont potentiellement prévus ou prévisibles par des initiatives en renouvellement urbain, notamment des initiatives privées, là également dans les zones urbanisées du territoire de l'agglomération. Alors, dans le cadre de l'OAP Habitat, on a évidemment une fiche de synthèse qui a été travaillée sur les 38 communes de l'agglomération. Vous avez à l'écran les impacts sur la commune de Chambéry, avec un objectif de production totale de logements évalué autour de 3800 nouveaux logements sur les 12 prochaines années, et puis un objectif en termes de mixité sociale qui vise entre 10 et 15% de logements sociaux dans la production neuve totale de logements sur les 12 prochaines années. L'objectif étant de maintenir les 25%, parce qu'aujourd'hui vous êtes nettement au-dessus de ces 25% demandés par la loi SRU. Donc l'idée c'est de maintenir ce taux à 25% en prévoyant entre 10 et 15% de logements abordables sociaux dans la production neuve sur les 12 prochaines années. Puis vous retrouvez la répartition géographique des secteurs de développement stratégique sur la commune de Chambéry, sur la carte de droite, avec une quinzaine de secteurs qui ont fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation sur la ville de Chambéry. Alors, toujours en ce qui concerne le volet habitat, et donc les règles de mixité sociale qui ont été définies sur les différents zonages du document graphique du PLU-IHD. Vous avez à l'écran le pourcentage de logements sociaux qui ont été définis sur les différents zonages pour toutes les opérations de plus de 10 logements ou de plus de 700 mètres carrés de surface de plancher, évidemment sauf sur les quartiers politiques de la ville et le secteur d'OPA-RU qui ne sont pas concernés par ces objectifs de mixité sociale. Et donc vous voyez que sur la zone U du cœur d'agglomération, on est à 30% minimum. Sur la zone U d'entrée d'agglomération, on y reviendra tout à l'heure sur le zonage, 35% minimum, etc. Donc une granulométrie qui a été travaillée en fonction des caractéristiques urbaines des secteurs de la ville de Chambéry et qui permettent de s'inscrire dans cet objectif-là, de produire entre 10 et 15% de logements abordables et de logements sociaux sur les 12 prochaines années. Alors sur les autres pièces réglementaires du PLUI-HD, on va retrouver évidemment le règlement donc, qui est composé à la fois d'un document écrit et d'un document graphique. Donc sur le document graphique que vous connaissez très probablement dans le PLU communal actuel, on a un découpage finalement de la commune en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle. Ce plan de zonage, il est accompagné d'un plan des inscriptions graphiques où on va retrouver des dispositions particulières dans les différents zonages de PLUI. Alors c'est les dispositions particulières, ça va être les emplacements réservés, ça va être les servitudes de mixité sociale que j'évoquais juste à l'instant, ça va être également des dispositions particulières en termes de préservation du patrimoine bâti et des paysages, voilà, qui permettent de se détacher, si vous voulez, de cette logique de découpage en zones et introduire des notions plus qualitatives dans la manière d'appréhender les projets d'aménagement. Et puis dans le document écrit, alors on est aujourd'hui dans un règlement un petit peu différent que ce que vous avez aujourd'hui dans votre PLU communal, puisqu'on est sur une nouvelle nomenclature réglementaire qui est consécutive à la loi Allure. Donc une simplification des règles d'urbanisme avec aujourd'hui 9 articles qui sont répartis en 3 grands chapitres réglementaires, alors qu'aujourd'hui on a, vous aviez précédemment un règlement en 16 articles, donc on passe de 16 articles à 9 articles qui sont un petit peu réorganisés dans la manière de présenter les règles de constructibilité.
Et puis également un lexique, un point important, qui vise à faciliter justement la bonne compréhension des règles et faciliter l'instruction des différentes autorisations d'urbanisme qui vont se présenter dans les années à venir. Alors, quelques éléments de cadrage sur les principales zones, les principaux zonages du PLUI HD, et notamment les particularités chambériennes dans ce plan de secteur de la cluse urbaine, où on retrouve notamment sur le cœur de ville de Chambéry une zone qui est très spécifique, qu'on a appelée la zone urbaine du cœur d'agglomération, donc la zone UCA, qui finalement regroupe l'ensemble des secteurs urbanisés à la périphérie de l'hypercentre chambérien, donc les secteurs à la périphérie du PSMV, sur lequel, ça a été rappelé, le PLUI ne s'applique pas. Et donc dans cette zone du cœur d'agglomération, l'idée c'est effectivement de favoriser, je dirais, une intensité urbaine, conforter l'identité urbaine et architecturale existante, et permettre également une densification raisonnée qui permette finalement à ce secteur urbanisé, ce cœur de ville, de devenir demain un cœur d'agglomération pour l'ensemble de la cluse chambérienne et l'ensemble du territoire communautaire de Grand Chambéry. On retrouve également, et c'est une des spécificités chambériennes, dans ce zonage, une zone U d'entrée d'agglomération, donc UEA, qui regroupe tous les secteurs qui sont à proximité des pénétrantes routières vers le cœur d'agglomération et qui sont aujourd'hui desservis par une ligne chrono du réseau de transport en commun. Donc sur Chambéry, on va retrouver notamment tout le secteur de l'avenue de Turin et le secteur également de l'avenue du Comte-Vert, qui sont aujourd'hui zonés en zone U d'entrée d'agglomération, où là pour le coup l'objectif c'est de venir structurer une image urbaine, de venir favoriser l'émergence de projets qualitatifs sur ces secteurs qui sont stratégiques en termes de visibilité et en termes de densification pour l'ensemble du territoire communautaire. Donc là, on est vraiment sur une zone qui est très spécifique à la commune chambérienne, où on retrouve pas mal de nouveautés en termes de règles d'urbanisme et en termes de parties d'aménagement. Voilà pour les deux principales zones qui concernent spécifiquement Chambéry. On retrouve également une zone urbaine de mutation et une zone à-urbanisée de mutation qui, là, pour le coup, concerne les secteurs de projets urbains, donc notamment sur les secteurs de Vétrotex et de Cassines, sur lesquels viennent s'appliquer des OAP valant règlement. Donc là, on est bien dans cette logique-là de favoriser le projet urbain et d'adapter la règle d'urbanisme à la philosophie du projet urbain. Donc ça, pour le coup, c'est des règles qui sont très spécifiques à la ville de Chambéry. Voilà pour les grandes spécificités. Ensuite, on retrouve des zones qui sont un petit peu plus classiques, je dirais, dans la règle d'urbanisme, avec une zone urbaine d'habitat collectif, avec notamment un secteur de centralité qui a été défini sur les Hauts-de-Chambéry, qui pour le coup concerne spécifiquement la commune de Chambéry, des zones d'habitat ancien, donc des zones U de hameaux, des zones d'urbanisation générale, qui sont des secteurs plutôt à vocation pavillonnaire aujourd'hui, sur lesquels on souhaite pouvoir accompagner l'évolution raisonnée et maîtrisée de ces secteurs en termes de densification. Et puis une zone d'urbanisation diffuse, où là on a plutôt envie de préserver et de figer la forme urbaine telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc c'est l'objet de la zone UD, UD pour urbanisation diffuse. On retrouve également des zones urbaines plus thématiques et des zones urbanisées plus thématiques, donc les zones urbaines d'activité, avec tout un travail qui a été fait sur la définition de vocation dominante dans ces zones d'activité économique et commerciale, avec des zones qui sont plutôt à vocation industrielle, des zones plutôt à vocation commerciale, des zones à vocation tertiaire, et puis des zones plutôt à vocation mixte, où on permet une diversité d'activités économiques et commerciales. Et puis, on termine par une zone U à vocation touristique, qui là, pour le coup, concerne notamment Chasles-les-Eaux sur le secteur thermal. Sur les zones à urbaniser, alors,
deux types de zones à urbaniser, les zones AU indicées, donc qui sont les zones d'urbanisation future à court terme sur le territoire, sur lequel on est venu travailler, puisque c'est une obligation réglementaire, une orientation d'aménagement et de programmation. Donc chaque secteur d'urbanisation à court terme fait l'objet d'un schéma d'aménagement spécifique avec un parti d'aménagement spécifique. Et puis ce qu'on appelle les zones AU strictes, qui sont des zones d'urbanisation future à moyen ou long terme et qui vont nécessiter une évolution du PLUI-HD pour permettre l'ouverture à l'urbanisation de ces zones qui sont plutôt des réserves finalement à long terme pour le développement de l'agglomération. Concernant les zonages agricoles et naturels, là aussi on retrouve différents secteurs en fonction des enjeux de préservation et de valorisation des espaces agricoles et naturels. Donc en zone agricole, on retrouve un secteur AP qui est un secteur agricole protégé pour des raisons paysagères, environnementales ou patrimoniales. Et on retrouve également un secteur AT, donc les secteurs à vocation touristique et de loisirs, où on retrouve des règles d'urbanisation, ou en tout cas des règles de constructibilité qui sont adaptées à la spécificité et à la vocation touristique de ces secteurs-là. Même logique sur les zones naturelles, où on retrouve une nomenclature à 3 secteurs. Une zone naturelle de carrière, une zone naturelle de loisirs et une zone naturelle à vocation d'activité touristique, et notamment pour la pratique du ski, qui là aussi a permis d'adapter, de moduler finalement les conditions d'aménagement au regard des besoins et de la durabilité de la gestion de ces espaces-là. Donc on retrouve à l'écran un extrait du plan de zonage graphique, donc à la fois le découpage de votre territoire communal sur les différents zonages du PLUI-HD, sur lequel on est venu superposer un certain nombre d'inscriptions graphiques, donc notamment des emplacements réservés, notamment des servitudes de mixité sociale, tout ce qui concerne la préservation des éléments du paysage avec des linéaires de haies qui sont repérés, des arbres remarquables à préserver qui sont également repérés, et puis tous les secteurs qui sont concernés par une orientation d'aménagement avec des dispositions spécifiques en termes d'aménagement et d'urbanisation. Et puis terminer sur quelques chiffres clés pour vous donner un petit peu une vision globale sur l'évolution de la constructibilité avant le PLUI-HD et une fois que le PLUI-HD sera approuvé. Au total, sur l'ensemble des 10 communes du secteur urbain, c'est une centaine d'hectares, environ 105 hectares, de zones qui étaient précédemment classées urbaines ou à urbaniser, qui ont été rendues aux espaces naturels et agricoles sur ces 10 communes du secteur urbain. Et puis 125 hectares de zones à urbaniser restantes, ce qui représente à peu près 1,5% de l'ensemble du territoire. Donc on est bien finalement dans une application locale du cadre national qui nous est demandé en termes de limitation de l'étalement urbain et en termes de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Au titre de la trame verte et bleue, qui a également été un point assez fondamental de l'élaboration de ce PLUI-HD. On a près de 300 hectares de terrains qui sont répertoriés en zone humide. On a presque 285 hectares qui sont classés au titre des éléments du paysage et une quarantaine d'hectares qui sont classés en espaces boisés classés, donc les EBC que vous connaissez probablement. Donc, au global, quand on dézoome à l'échelle du territoire du secteur urbain, on a à peu près 31% du territoire qui est classé en zone naturelle, 26% classé en zone agricole, et puis le reste, 43% en zone urbaine et à urbaniser, ce qui représente à peu près 3800 hectares sur le secteur urbain. Et puis un dernier chiffre pour terminer sur la commune de Chambéry. Quand on fait le comparatif PLUI versus PLUI-HD, c'est autour de 14 hectares de zones à urbaniser qui ont été rendus aux espaces agricoles, naturels et forestiers, donc qui sont passés de zone U ou de zone AU en zone A ou N au PLUI-HD.
Merci. Je rouvre donc la séance du Conseil municipal. Je redonne la parole à Josiane Beau avant de vous laisser la parole. Donc, il vous est demandé, chers collègues, d'émettre un avis favorable sur les orientations d'aménagement et de programmation et les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu aussi de plan de programme local d'habitat et de plan de déplacement urbain. De proposer, dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité du document et de son adaptation au contexte communal, la prise en compte des observations sur le projet de PULUIHD, arrêté tel qu'elle figure en annexe de cette délibération, de dire que la présente délibération sera affichée durant 1 mois à la mairie de Chambéry et publiée au recueil des actes administratifs, et enfin de rappeler que la présente délibération sera adressée au Monsieur le Préfet de la Savoie et à Grand Chambéry, puisque c'est l'avis qui est requis de la ville de Chambéry. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Alors, y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Serino. C'est le temps qui me reste. Merci, monsieur le maire. Effectivement, la loi prévoit depuis maintenant plusieurs années la mise en place de PLUIHD qui fusionne les 3 principaux volets qui nous ont été rappelés très clairement là ce soir. Volet déplacement, volet habitat et volet document règlement d'urbanisme. Je redis, comme nous l'avions déjà dit, Monsieur le Président, à l'occasion du débat en février à l'agglomération, que c'est dommage qu'on ne puisse pas le voter séparément, hein, qu'on ne puisse pas voter chacun des volets séparément, bon, puisqu'évidemment nous avons un désaccord, un certain nombre de désaccords plus importants sur un des aspects du PLUIHD et moins sur d'autres, évidemment. Donc c'est un premier regret. Un deuxième regret, c'est qu'on nous présente finalement ce soir une délibération qui nous propose de voter un document qui reste fragile. Fragile parce que, comme ça a très bien été rappelé par votre pyramide, je crois que c'était la 2e diapositive ou une des toutes premières diapositives, le PLUIHD doit être compatible au SCOT. Or, le SCOT aujourd'hui est en cours d'élaboration. Il ne sera pas élaboré et voté avant l'année 2020, mais je ne sais pas quand dans l'année 2020. Et entre-temps, on est dans un espèce de flou qui est fragilisant pour évidemment notre PLUIHD. Même si j'ai bien vu dans les différents documents, on est à près de 5000 documents, hein, 5000 pages, même si j'ai bien vu dans les documents que il était précisé que le PLUI que nous allons adopter ce soir et qui sera ensuite adopté à la communauté d'agglomération en décembre ne sera opérationnel qu'en 2020. Voilà. Bon, alors j'imagine que c'est lié au SCOT, mais il me semble qu'il y a une difficulté là qui va certainement générer un certain nombre de tensions avec Métropole Savoie. Et dans le contexte actuel, néanmoins aussi de tensions avec un certain nombre de citoyens, je trouve que c'est dommage d'avoir cette inversion de calendrier. Il aurait été préférable évidemment que le SCOT soit élaboré, adopté avant que nous ayons à adopter nous-mêmes le PLUIHD. Voilà. Voilà pour la forme. Sur le fond, il me semble qu'il y a 3 axes intéressants à développer un peu plus ce soir. Évidemment, on pourrait y passer des heures et des heures, pour pas dire plus, hein, puisque ce sont des documents extrêmement intéressants et qui sont le fondement d'une politique urbaine de déplacement et d'habitat. On va faire quelques focus, hein, puisque c'est aussi le but et notre rôle, c'est de mettre l'accent sur un certain nombre de sujets qui nous semblent importants. 3 axes me semblent donc devoir attirer l'attention des Chambériens. Un premier axe, ça ne vous surprendra pas, qui tient évidemment aux circulations et mobilités, et qui est cet axe au centre d'un certain nombre de désaccords que nous avons depuis le début du mandat. Voilà, des désaccords
qui ont déjà été à plusieurs reprises évoqués ici. J'aimerais néanmoins, dans le cadre de ce document PLUIHD, vous poser quelques questions, parce qu'elles me semblent devoir être clarifiées. Par exemple, quelle place vous avez demandé, Monsieur le maire, à ce que la ministre Dominique Borne missionne, enfin fasse des études sur l'accessibilité de notre agglomération. Elle a missionné 2 ingénieurs qui rendront des études. Ils ne les ont toujours pas rendues. Pour l'instant, un seul, mais je crois qu'il y en a un deuxième qui a déjà été missionné ou qui doit en tout cas aborder un certain nombre de sujets. En tout cas, M. Rostania, effectivement, a été missionné, inspecteur général, et qui rendra ses conclusions bien dans un certain temps, que je ne connais pas personnellement. J'imagine que ça va prendre quelques mois tout de même. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez anticipé les éventuelles préconisations que fera cet ingénieur et donc la ministre dans ce document. Parce que je n'ai pas vu de traces d'espace réservé, et notamment pour le secteur de la Cassine, qui me semble être un secteur crucial sur le sujet des circulations, puisque vous souhaitez en faire une entrée de ville et qu'il y a un certain nombre de tensions éventuelles en termes de circulation qui peuvent apparaître évidemment. Donc voilà, vous avez sollicité une étude. Donc j'imagine que vous avez anticipé un certain nombre des éléments qui peuvent être à la conclusion de ces études. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'envisagez-vous pour que... alors là, on revient aussi un peu à Cassine, hein, mais qu'envisagez-vous pour que notre gare soit clairement identifiée comme à fort rayonnement international? C'est une nécessité impérative pour le développement de notre territoire, et rien ne nous rassure sur ce point dans le PLUIHD, alors qu'il est indispensable d'affirmer cette volonté claire sur le dossier. Ajoutons des inquiétudes quant à la multimodalité de la gare. Une des cartes qui était très intéressante d'ailleurs, je ne sais plus dans quel dossier, puisqu'il y en avait tellement, nous montrait la gare de Chambéry, un certain nombre d'autres gares aussi aux alentours, que je crois Madame envisage de mettre à l'étude. Et il y avait dans la légende une explication qui nous parlait d'une gare le plus largement multimodale possible. Alors moi je ne sais pas trop ce que cela signifie, et évidemment vous ne serez pas surpris que je parle des cars interurbains. Qu'en est-il, hein? Aucune trace dans ce document sur la destination future de ces cars interurbains. Resteront-ils au Vernet? Iront-ils à l'extérieur de la ville de Chambéry, comme parfois on l'entend? Voilà, une deuxième question à laquelle je souhaiterais que vous puissiez répondre. Enfin, évidemment, alors c'est moins une question là qu'une affirmation, même si vous allez voir, elle risque de vous interroger néanmoins sur la question du service de bus et particulièrement de ce que nous considérons comme une des causes du manque d'attractivité actuelle de notre centre-ville. En tout cas partagé par un certain nombre d'habitants de notre agglomération, et qui est un point de désaccord. Bon, on a des lignes chrono qui sont relativement efficaces, qui structurent un réseau, je l'avais déjà dit en conseil communautaire et je le redis ici. On a en revanche un réseau qui néglige très fortement les liaisons douces, les liaisons fines, et qui évidemment ne favorise pas l'utilisation du bus comme un moyen de déplacement alternatif. Et là-dessus, nous avons un désaccord important qu'il est important pour l'heure de rappeler. Le POA, déplacement qui doit remplacer le PDU de 2004, ne comporte aucune référence à ce fameux PDU de 2004. Ce serait peut-être intéressant que ce soit rajouté, et n'en tire aucun bilan.
Et c'est assez dommageable que de n'avoir aucun bilan de l'ancien PDU pour pouvoir commencer un travail tel que vous l'avez fait. C'est regrettable et c'est certainement amendable. J'imagine qu'on peut encore faire un peu évoluer ce document. Ce serait peut-être intéressant d'avoir quelques éléments de bilan et au moins une référence au PDU de 2004. Enfin, un peu d'ambition, nous semble-t-il, en matière de mobilité douce au sens général du terme. Pas de nouvelle ligne chrono. Alors ça, c'est une question. Hein. Vous n'avez pas prévu de faire une nouvelle ligne chrono. Pas véritablement de politique ambitieuse sur le covoiturage. C'est dommage parce que ce sont des modes qui se développent fortement et qui sont aujourd'hui attendus par nos concitoyens et où nos collectivités peuvent jouer un rôle. Et puis, je crains malheureusement que l'annonce du doublement des pistes cyclables, qui est une très bonne annonce, hein, soit là encore freinée par le manque de financement posé en face. Malheureusement, c'est un point qu'il faut noter. Voilà pour le premier axe qui concerne plutôt les circulations et sur lequel, vous avez compris, nous serons durablement en désaccord. Deuxième axe, vous indiquez dans le document à plusieurs reprises, et d'ailleurs ça a été très bien dit aussi par le cabinet qui nous a présenté les documents, qu'il faut construire au sein et au plus près de l'urbanisation existante. Alors j'ai une question. Pourquoi pas? Mais j'ai une question. Quelles règles a envisagé de se donner la ville de Chambéry pour répondre à cela? Les projets et les chantiers immobiliers à venir dans le secteur de Mérande, par exemple, en sont-ils une préfiguration? La logique de densification peut avoir de multiples conséquences. Elles peuvent être importantes, utiles, elles peuvent être aussi peu heureuses. Et il s'avère ainsi indispensable de connaître votre conception de l'équilibre qui me semble nécessaire entre densification, respiration urbaine et préservation de certains espaces. Envisagez-vous, par exemple, de compléter les règlements d'urbanisme par des règles de préservation, de respiration et de densification qui aillent au-delà même de ce que la loi nous demande de faire? Par ailleurs, certaines programmations qu'on appelle dans le document des OAP méritent peut-être d'être regardées de plus près. Je vais en prendre 2-3, je ne vais pas prendre les 17, hein, je vous rassure. Néanmoins, il semble qu'il y en ait 2-3 qui nécessitent quelques questions complémentaires et éventuellement quelques amendements de votre part. Alors j'ai vu dans le document d'observation, je parle tout d'abord du projet de l'OAP Maché, hein, du projet Eau Maché. J'ai vu que vous aviez fait quelques modifications qui seront certainement de nature à rassurer les personnes qui se sont inquiétées du devenir de l'école. Donc ça c'est une bonne chose, me semble-t-il, d'avoir rappelé ces éléments-là. Il n'en reste pas moins 2 points qui nécessiteraient peut-être d'être encore clarifiés. Sur l'école elle-même, qu'en est-il réellement de la reconstruction que vous envisagez? Alors, j'ai compris aussi que le calendrier était largement repoussé, puisque Verbois va être grâce à l'obtention d'un certain nombre de financements, Verbois va passer en priorité, si j'ai bien compris. Ce qui repousse quand même la reconstruction de l'école du Haut-Maché à 2023, 2024, bref, je ne sais pas. Mais vous nous direz ce qu'il en est. Où va-t-elle être reconstruite? Sur le site lui-même, si j'ai bien compris ce qui m'a été dit en commission par M. Sartori, mais dans le même périmètre foncier qu'aujourd'hui? Qu'en est-il de la cour de récréation, puisqu'autour on prévoit des logements? J'ai vu que vous mettiez dans les observations une nouvelle bande réservée pour l'extension de l'hôpital, qui était mon deuxième sujet, donc ça c'est une bonne chose, mais quelle incidence cela va avoir sur l'OAP, justement, au Maché? Est-ce que ça ne risque pas de nécessiter une densification supplémentaire du secteur de l'école, de grignoter la cour de récréation, voire même, je n'ose l'imaginer, un mélange des fonctions avec une école, des logements, tout cela mélangé dans un même secteur? Donc si vous pouviez clarifier ces points, puisqu'on entend dire beaucoup de choses différentes sur le sujet. Sur le projet Nord des Combes, donc qui concerne un secteur qui
de 12 hectares aujourd'hui. Hein. Une simple question, y aura-t-il des démolitions? Voilà. Et si oui, combien? Puisque je n'ai pas trouvé cette information. Sur le secteur de Bissy, pour terminer, on nous annonce une programmation d'équipement dans le secteur du château. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que là aussi, j'ai trouvé aucune information précise. Dans les documents que j'ai lus, je ne prétends pas avoir lu les 5000 pages, mais j'en ai lu beaucoup. J'ai passé quelques heures, pour ne pas dire plus, et je n'ai pas vu d'informations précises sur cela. Donc j'aurais aimé savoir s'il y avait des éléments. Je vous interromps, je n'ai pas compris le nom. Sur le château de Bissy, aux alentours. Hein, je ne sais plus quel est le nom de l'OAP. C'est Bissy... je ne sais plus. En plus, je crois que vous souhaitez qu'elle soit modifiée. Enfin, vous souhaitez que le titre soit modifié. Non, c'est la Biase. Non, celle-là, c'est la Biase. Voilà, c'est les deux autres que vous souhaitez modifier. Voilà. Donc, voilà pour, je dirais, quelques focus de façon à pas non plus trop rallonger. Mais ces focus sont assez révélateurs finalement de cette nécessité d'une réflexion sur la densification, les espaces de respiration et la préservation de certains espaces. Troisième axe, alors ce troisième axe, il est au cœur hein, du sujet, puisque ça n'a pas forcément très clairement, là, pour l'heure, été rappelé, mais au départ, il y avait 3 scénarios. Hein, 3 scénarios, et pour élaborer ce PLUIHD, et c'est le scénario numéro 2 qui a été retenu, et c'est un scénario qui a été décrit ce soir, et qui a quelques particularités. Et une de ces particularités, et je pense que c'est certainement pour cela que vous l'avez choisi, c'est qu'il parle de recentrage, il est basé sur l'idée du recentrage de l'urbanisation sur le territoire de la commune de Chambéry. C'est la justification de ce scénario. Alors, on a vu aussi dans les évaluations de ce scénario que c'est le moins écologique, c'est le plus polluant, c'est le plus consommateur d'eau et c'est le plus producteur de déchets. Voilà. Et c'est, je le crains aussi, peut-être un petit objet de tension avec Métropole Savoie qui ne voyait pas le développement de l'agglomération chambérienne démographiquement se faire à cette hauteur-là. Les fameux 1,3% dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors, tout cela sans que des mesures évidentes soient prises pour limiter les impacts de ce que je viens de citer, c'est-à-dire l'aspect polluant, l'aspect peu écologique de ce deuxième scénario, comparativement bien sûr aux 2 autres scénarios. Cette concentration de la densification semble contradictoire avec l'affirmation par ailleurs de pôles de centralité secondaire. Alors j'ai une question, est-ce un abandon de la politique de développement multipolaire qui avait cours jusqu'alors autour de 3 pôles qui étaient Chambéry, Laravoir, La Motte? Quelle pertinence a cette nouvelle démarche et ne risque-t-elle pas d'accentuer la concentration des constructions sur le seul pôle chambérien? En d'autres termes, et pour simplifier ma question, quelles actions envisagez-vous, monsieur le maire, pour une densification vivable? Enfin, en matière de développement économique et notamment commercial, qu'envisagez-vous pour limiter l'extension des supermarchés périphériques? N'y a-t-il pas, là encore, contradiction à communiquer sur le dispositif Action Cœur de Ville, censé accompagner le commerce de centre-ville, et en même temps autoriser des centres commerciaux et zones commerciales, l'extension de ces centres commerciaux aux zones commerciales en périphérie? Il ne m'a pas semblé voir une politique claire de votre part dans ce domaine. Qu'en est-il? Et complémentairement, je glisse la question subsidiaire, où en est le dossier Leclerc, puisque nous l'avions le dossier Leclerc dans un ordre du jour du conseil municipal que vous aviez retiré en séance, et peut-être qu'il a été retiré parce que le projet a évolué. Donc si vous pouviez nous en dire plus, ce serait tout à fait intéressant. Voilà. Merci des réponses que vous pourrez nous apporter ce soir, complémentairement à celles qui ont déjà été apportées en commission urbanisme par Monsieur Sartori, que je remercie, et Monsieur Hamadi. Hein. C'est assez amusant de noter d'ailleurs que
Ça a peut-être dû se produire à d'autres reprises, mais ce soir-là, l'opposition était majoritaire dans la commission. C'est pour le petit clin d'œil, évidemment. Petit clin d'œil. On est heureux d'être majoritaire pour une fois, Madame Beau. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Moi, je n'ai pas noté le nombre de fois. Et je termine, merci. Je comprends que vous ayez un subtil besoin de vous justifier, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Ce que je préfère faire remarquer, c'est que un dossier d'une telle ampleur aurait certainement mérité que nous puissions le travailler dans une commission ad hoc, comme ça a été d'ailleurs très bien fait et très bien reçu de notre part, comme de tout le monde ici, je le pense, concernant un dossier qu'on étudiera un peu plus tard, à savoir l'Académie de hand. Voilà. Il aurait été certainement intéressant qu'on puisse échanger. Ça aurait évité peut-être un certain nombre des questions que j'ai posées ce soir. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Dupassieux. Oui, bonsoir à tous. En complément des propos de Jean-Benoît Serino, je reviens d'un mot sur la compatibilité entre Scott et PLUI-HD. Ça fait l'objet de longs débats samedi matin à Métropole Savoie. Effectivement, vous avez décidé les uns et les autres d'inverser en fait le principe de compatibilité. Normalement, les PLUI HD doivent être compatibles avec le Scott. Or là, on rend le Scott compatible avec les PLUI. Bon, cette inversion pose problème. Cela dit, en fin de séance, on nous a présenté les prescriptions en termes d'enjeux environnementaux que nous ne retrouvons pas, bien sûr, dans les PLUI HD, d'autant plus qu'ils ne sont pas encore complètement finalisés. Et donc, ma question, c'est est-ce que, quand le Scott sera approuvé, début 2020, est-ce que les PLUI HD vont se remettre en conformité avec les prescriptions du Scott? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est du vent, notre Scott. Voilà. Donc, question bien précise. Concernant l'augmentation de 1,35% de la population, je pense qu'il y a plusieurs élus, dont celui de la mode Servolex s'est exprimé là-dessus en termes d'inquiétude. Moi, l'inquiétude que je relève, c'est que d'une part, est-ce qu'on aura un territoire, si cette trajectoire-là se poursuit, en mesure d'accepter effectivement les répercussions en termes de ressources, d'aménagement, etc. Et puis, d'une manière plus précise, c'est la question du logement social. Un territoire qui sera sous tension, forcément, avec cette trajectoire d'augmentation de la population, va produire forcément de l'exclusion en termes de capacité à acquérir un logement. De fait, les générations à venir auront moins de facilité que la nôtre et que celle d'avant et devront recourir davantage à la location et entre autres à la location sociale. Or, vous avez indiqué que les objectifs de la ville de Chambéry, c'était 10 à 15%, parce qu'effectivement, on a un petit peu d'avance sur les autres, mais petit à petit, tout cela va se rééquilibrer. Et à mon avis, l'ambition sur la construction de logement social, par rapport aux contraintes à venir, n'est pas suffisante. Enfin, sur les questions de mobilité, bon, vous rappelez souvent, Madame Beau, votre posture qui consiste à privilégier tous les modes et de ne pas les opposer. Mais comme dans les modes de déplacement, il y en a un qui est hyper dominant, c'est-à-dire la voiture individuelle, si on continue à les privilégier tous, ça veut dire qu'on continue à privilégier le statu quo, donc, in fine, on privilégie la voiture individuelle. Et effectivement, c'est bien ce qui ressort de vos orientations sur les déplacements. Et cela, effectivement, n'est pas convenable. J'avais détaillé un certain nombre de choses en conseil communautaire. Je ne vais pas les redétailler ce soir. Et enfin, en termes d'objectifs, effectivement, Jean-Benoît Serino l'a évoqué. Sur le précédent PDU, on avait l'objectif de faire que les déplacements voitures n'augmentent pas en termes de valeur absolue. C'est-à-dire que les nouveaux déplacements, engendrés entre autres par les populations nouvelles, devaient être reportés en termes d'enjeux sur les déplacements doux. Bon, on ne sait pas si on a tenu cet objectif-là ou pas, puisque les bilans n'existent pas. Si on les a tenus, tant mieux. Si on ne les a pas tenus, pourquoi? Et comment faire, effectivement,
pour les tenir à niveau, ou alors est-ce qu'on fait fi de cet objectif et effectivement on laisse dériver les modes de déplacement en voiture comme ça semble être le cas aujourd'hui. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Alors je vais donner la parole d'abord à Josiane Bou. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, je vais d'abord essayer de... Je ne veux pas répondre sur le vote séparément, puisque la question avait été évoquée en conseil d'agglomération et on avait le vote séparé. Il vous avait été répondu en conseil d'agglomération, la position n'a pas changé depuis. Sur le SCOT, par contre. Alors, d'abord, le SCOT, on n'a pas, je vais dire, un SCOT qui va se mettre en compatibilité avec le PLUI HD. On a deux documents qui avancent ensemble, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ils avancent ensemble. On a arrêté le PLUI HD en février, on arrête en juin le SCOT qui a été travaillé en même temps que le PLUI HD. Et donc, il y aura une approbation non pas en 2020, mais il y aura une approbation à la fin de l'année 2019 en même temps, approximativement en même temps que le PLUI HD. Alors, je reconnais effectivement que ce sont des documents qui sont travaillés ensemble, c'est exact. Mais je ne vois pas pourquoi on pourrait leur faire un procès d'intention en leur disant qu'effectivement, ils ne seront pas compatibles. Franchement, je ne vois pas la raison de l'incompatibilité entre le SCOT et le PLUI HD. Je crois au contraire qu'ils sont travaillés ensemble, en même temps, et effectivement, aucune raison de penser qu'ils ne le seront pas. Ensuite, sur les mobilités, alors on va pas revenir sur le débat sur les mobilités. Je pense que je laisserai peut-être Monsieur le maire répondre sur la partie où vous avez évoqué un ingénieur qui actuellement fait une étude sur une partie des mobilités. Je laisserai Monsieur le maire répondre là-dessus. Sur les gares ou la gare, vous nous dites qu'on n'a pas identifié la gare de Chambéry. Je pense que je n'ai pas compris votre intervention, mais je suppose que vous faites allusion aux haltes qu'on imagine de faire dans la Cluse de Chambéry qui n'ont rien à voir avec le pôle multimodal. Je veux dire, ça n'a vraiment aucun... Enfin, pas la même chose. Allez-y, je préfère... Juste pour préciser, effectivement, manifestement, on ne s'est pas compris, effectivement. Non. Quand je parle du pôle multimodal de la gare de Chambéry, je veux qu'on dise clairement que c'est une gare internationale. Voilà, hein, donc sur la question de la multimodalité, c'est autre chose. Je considère personnellement que la multimodalité de la gare actuelle de Chambéry, du PEM actuel, est incomplète. Et c'est pour cela que je vous ai interrogé sur la question des gares, pas des gares, mais des cars avec un C interurbain. Voilà. Alors, la gare de Chambéry est naturellement une gare qui est classée en France comme gare internationale de toute façon. S'il faut le rajouter, je veux dire, dans le PLUI HD, pourquoi pas? Je reparlerai de la procédure après qui permet effectivement de rajouter un certain nombre de choses. Donc, sur les cars interurbains, le travail est en cours avec la région, puisque vous savez que maintenant c'est elle qui a la compétence sur les cars interurbains et que nous travaillons avec le conseiller qui est délégué justement à cette compétence pour savoir effectivement... Alors, il n'est pas question de mettre les cars interurbains, je veux dire, à l'extérieur de Chambéry. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on les laisse où ils sont? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'effectivement, on leur trouve une place plutôt sur la partie arrière, enfin pas arrière, mais la partie Cassine? Donc, je veux dire, aujourd'hui, alors, la région, à un moment donné, a évoqué aussi le fait de mettre de mettre des interurbains, non pas la gare interurbaine, mais de mettre des interurbains sur l'aéroport, mais pour d'autres raisons, pour des raisons de lien avec l'aéroport. Mais ce n'est pas exactement la même solution. Mais en tout cas, M. Vidal, qui est le conseiller délégué à ce sujet à la région, travaille avec nous, ainsi que les équipes techniques, qui travaillent avec les équipes techniques de l'agglomération sur ce sujet. Bon, ensuite, nous n'avons pas fait référence au PDU, puisque le PDU est annulé. On l'a mentionné tel quel dans le POA, je veux dire qu'il vaut PDU. Nous avons dit que le PDU, l'ancien PDU, qui avait été reconduit un certain nombre de fois, oui, c'est dur, hein, moi je trouve que c'est extrêmement compliqué, beaucoup plus qu'avant. Mais bon, je veux dire, je suis obligé de parler... voilà, absolument.
chers collègues. Donc le PDU a été effectivement annulé et le PEA en tient lieu. Ceci dit, pour répondre à M. Dupassieux, c'est sûr que de toute façon, on a repris les mêmes objectifs en espérant pouvoir, avoir, moins de voitures, ou en tout cas pas plus de voitures, et essayer de faire évoluer plus rapidement. Si on a mis en place des bus et des chronos, dont je remercie M. Serino quand même d'avoir reconnu que les chronos ils fonctionnaient bien, ça me fait plaisir, et donc, si on a fait ces lignes chronos, que vous auriez d'ailleurs certainement fait, M. Dupassieux, si on... Voilà, laissez-moi finir. Il faut que vous appreniez à écouter, à ne pas couper, M. Dupassieux. Donc, ces lignes chrono, elles ont été faites pour ça. Elles ont été faites pour trouver dans les bus, pas simplement des personnes qui sont contraintes et qui n'ont pas d'autre choix, mais pour y mettre des gens qui ont le choix de la voiture et qui choisissent effectivement de monter dans le bus. Pour ça, il faut de la fréquence et de la rapidité. Et force est de constater que les chronos sont en évolution positive. Sur le covoiturage, je pense qu'au contraire, nous travaillons sur le covoiturage, puisque nous avons fait une expérimentation qui est en cours d'évaluation, et actuellement Bernard Januel est en train de travailler avec l'ensemble du secteur des Bauges, qui débordera peut-être sur d'autres secteurs de l'ouest de Chambéry, pour étendre le covoiturage progressivement à l'ensemble de l'agglomération. Mais nous voulons d'abord faire une évaluation sur le covoiturage. Bon, sur les pistes cyclables, effectivement, on va faire évoluer, je l'ai déjà dit, je le répète, je l'ai dit en conseil d'agglo, mais je peux le dire ici, nous sommes en discussion sur les montants financiers que nous sommes capables de mettre sur les pistes cyclables pour continuer à faire évoluer les pistes cyclables. Ensuite, sur votre axe 2, vous parlez de densification. Et alors là, vous posez un certain nombre de questions assez précises. Alors j'ai envie de vous répondre un peu globalement. Nous avons effectivement 17 OAP. Sur les 17 OAP, il y a 2 OAP qui sont Cassines, Chantemerle et Vétretex, qui sont des OAP réglementaires, donc qui se suffisent à eux-mêmes. Les 15 autres OAP sont des orientations qui ont été données, c'est pour ça que je les ai citées tout à l'heure dans l'introduction, ce sont des orientations qui sont données, qui feront l'objet effectivement de travail précis pour le zonage, la densité, le biotope, etc., etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je ne peux pas vous répondre plus que ça, puisque c'est un travail qui sera en cours et qui sera concerté au moment où on le fera. Si je prends l'exemple, je ne sais pas, n'importe quel exemple, de la Reveria, où effectivement il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de circulation, etc., et où ça n'est pas une OAP d'habitat, ça veut dire qu'au moment où on retravaillera ce sujet, eh bien ce sujet fera l'objet de concertation le moment venu et de précision. On n'est pas au stade des précisions, on est au stade plutôt des orientations sur les OAP. Alors ensuite, sur les 3 scénarios dont vous parlez, on a choisi le 2e scénario. Alors sur le 2e scénario à 1,3, qui recentre l'urbanisation sur Chambéry. Alors il y a plusieurs explications à cela. La première explication, c'est qu'effectivement, ce n'est pas anormal de recentrer l'urbanisation sur le cœur de ville, le centre-ville de l'agglomération, qui est quand même, je veux dire, la ville-centre, elle est un peu la locomotive d'une agglomération. Donc ce n'est pas anormal. Ensuite, c'est plutôt favorable au Grenelle de l'environnement, et ça correspond parfaitement au fait de la volonté de la législation sur la densification. Donc je pense que si on a choisi ce scénario, c'est un scénario qui était un scénario intermédiaire et qui permettait effectivement, de redonner à Chambéry son rôle de ville-centre, ce qui avait peut-être été un petit peu oublié dans les années précédentes. Ensuite, sur vous nous reparlez de Leclerc. Leclerc, il a eu une augmentation de 10%. Et vous nous parlez du développement économique et de la façon de maîtriser ce qui se passe dans les zones économiques en affirmant le rôle de cœur de ville. Alors le rôle de cœur de ville, il est affirmé au travers de ce que nous sommes en train de construire, qui est l'ORT, c'est-à-dire l'opération de revitalisation, et dont alors le décret n'est pas sorti. Le décret n'est pas sorti, je vous l'accorde, mais lorsque le décret sera sorti, effectivement, l'ORT a la vocation aussi de pouvoir réguler, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de dire empêcher, mais réguler en tout cas ce qui se passe dans les zones économiques, et pour éviter
je veux dire, les extensions trop importantes et qui peuvent mettre en cause le cœur de ville. Enfin, le dernier point sur les parties logement social, je pense que Chambéry a fait preuve de solidarité puisqu'on est aujourd'hui à 35% de logements sociaux sur la ville. Je pense que nous poursuivons et nous avons une programmation assez précise. Dans 10 ans, nous serons toujours à 30% de logements sociaux sur Chambéry et je pense qu'aujourd'hui, la volonté, de Chambéry et donc de l'agglomération, c'est de répartir et d'être solidaire un peu partout sur tout l'ensemble des communes, de l'agglomération. Donc voilà, Monsieur le maire, ce que je peux répondre. Je vous ai laissé une partie de la réponse qui était la partie circulation et mobilité sur la mission qui est donnée à un ingénieur qui travaille sur ce sujet. Je vais laisser la parole d'abord à Xavier Dulin qui me l'a demandé. Merci, Monsieur le maire. Très rapidement, puisque beaucoup de réponses ont été faites, et effectivement, il y a un certain nombre de points dont Monsieur le maire de Chambéry se fera bien évidemment le porte-parole. Tout d'abord, peut-être sur le vote séparé. Effectivement, c'est un tout PLUIHD, c'est d'ailleurs toute l'originalité de la démarche. Donc le séparé, ça reviendrait à avoir une démarche qui n'est pas pionnière, comme c'est notre cas à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes ou d'une dizaine d'intercommunalités en France. Ce qui est quand même d'intéressant, ça me permet de vous donner un petit point d'étape ce soir, c'est de savoir finalement où en sont les autres communes. Bon. Donc ce soir, il reste Chambéry, La Motte et Barbera. Pour le reste, tout le monde a voté favorablement ou réputé favorablement. D'accord ? Et en bloc. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'on soit dans l'exception. Et c'est effectivement en plus le cœur même de la démarche. Sur le volet, d'abord merci de tous les points que vous avez soulevés, ce qui me permet aussi de remercier les services, le bureau d'études, les services de l'agglomération, Christophe Jacquet est là ce soir, et aussi nos collègues, et notamment Lionel Mithieu, aux côtés de Josiane Beau et de Brigitte Beauchaton, qui ont fait un boulot de dingue, de présent partout, dans toutes les communes, chaque fois que nécessaire. C'est vraiment passionnant, mais ça demande un engagement fort autour de tout ces très gros travail. Moi, je ne rentrerai pas effectivement sur la mission déplacement et mobilité avec l'ingénieur Ostania. Juste préciser sur la Cassine, puisque vous avez notamment souhaité flécher des espaces qui seraient réservés. N'oublions pas qu'à la Cassine, vous avez d'abord l'aménagement des échangeurs, avec un nouvel échangeur qui est déterminant pour la sécurisation de l'accès. Vous avez des emplacements importants avec des parcs relais d'entrée de Cassine, parking sous dalle sur l'ensemble des réalisations, qu'elles soient logements, 420 logements, qu'elles soient les 100 000 m² de développement économique. Navette en site propre pour desservir depuis la Cassine du parc d'entrée, le centre-ville. Donc c'est de la mobilité très douce. Donc ceci a bien été prévu. Vous avez évoqué le volet international de la gare, que Josiane Beau a dit un mot à l'instant. Je vous l'avais témoigné lors de votre intervention à Grand Chambéry, notamment sur l'axe Genève-Chambéry-Turin, qui conforte encore plus l'axe international. Ça y figurera. Et c'est évident que c'est un axe qui va faire l'objet de modernisation. Et comme on le dit, chaque fois qu'il y a la modernisation, il y a un appel à clientèle. Donc bien évidemment que c'est au cœur de tout ça. Sur la question des services de bus, j'ai pas bien compris, mais Josiane vous a répondu sur les liaisons douces. On peut simplement rappeler que quand même dans les liaisons douces que vous semblez avoir été un peu négligées, indépendamment de ce que Josiane Beau vous a rappelé, sur les 59 km de nouvelles pistes cyclables, les 26 km de rénovation, la vélostation de la gare qui passe à 500 vélos. Il y a aussi ces navettes en site propre que nous imaginons voir notamment sur la Cassine, notamment sur toute la partie qui permet un site propre et donc sans rupture avec d'autres voiries.
Vous soulignez l'absence d'ambition sur le covoiturage. Permettez-moi de vous rappeler les 300 places de covoiturage, soit 190 places nouvelles qui vont être créées entre le nord, la partie centre et la partie sud de notre agglomération, ce qui n'est pas rien si on le rapproche à un certain nombre d'autres actions. Je pense notamment à Cities, dont à la proportion du nombre d'habitants, nous sommes la première ville d'Auvergne-Rhône-Alpes à avoir développé ce type de voiture à la demande, en lien bien évidemment avec les opérateurs. Et je pense que c'est quand même à souligner. Sur l'urbanisation, vous avez dit 3 mots. Je me tourne aussi vers Cristal Habitat, la présidente, vers Josiane Beau et bien évidemment le maire de Chambéry. Vous avez dit urbanisation, densification. Moi, je voudrais rajouter un 3e mot, c'est rénovation. Parce que qui dit logement rénové, dit bien évidemment logement mieux utilisé. Mais je laisserai le maire revenir là-dessus, puisque c'est toute l'opération, notamment Cœur de Ville. Mais quand on est sur Vétretex, La Cassine, Chantemerle ou Bellevue, on ne peut pas dire qu'on est dans de la densification, on est simplement dans de la conversion et de la réhabilitation sur des espaces qui étaient urbanisés différemment. Donc je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais si on veut bien regarder, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, finalement l'évocation de centralité de Chambéry, Josiane Beau vous a répondu, on ne peut pas nier que Bassin, Saint-Alban, Barbera, Laravoir, Barbie, Cognien, Jacob participent aussi de cet effort. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans les répartitions des délégués à l'agglomération, dans la future agglomération, c'est Saint-Alban qui prend une représentation de plus. Donc cette dynamique du sud de l'agglomération, elle nous oblige d'ailleurs en termes de voirie, de déplacement, et c'est d'ailleurs tout l'objet du maillage de la partie sud sur le réseau Keolis à partir de septembre, un petit peu sur cette transversalité, puis la rénovation notamment du RD 1006 qui est tant attendu, comme vous le savez. Je rappelle quand même que dans ce PLUiHD, les zones agricoles vont prendre 217 hectares de plus. Les zones naturelles et paysagères, pardon, zones humides et paysagères vont faire l'objet de 1000 hectares de plus. C'est sans précédent et qu'effectivement les zones agricoles nouvelles, c'est la taille d'une commune comme celle de Jacob-Belcombette qui est en plus affectés auprès des milieux agricoles en complément de ce qu'ils avaient. Donc on ne peut pas dire qu'on les oublie, et c'est même beaucoup plus qu'avant. D'ailleurs, la part réservée à l'urbanisation, elle, réduit pratiquement d'autant, même plus, je crois, 240 hectares en réduction. C'est dire si la concentration, effectivement, elle doit se faire sur les pôles de centralité. C'est mathématique. C'est d'ailleurs ce qui permet de répondre à vos préoccupations légitimes d'eau, de déchets et de pollution. Eh bien, c'est ces très grosses compensations et même ces extensions par rapport à tout ce qu'il y avait avant. Moi, je dirais juste un dernier mot pour Henri Dupassieux. Il y a un vrai sujet sur la dynamique du territoire à 1,3 qui, je le rappelle, est du fait de notre positionnement. Notre dynamique, elle n'est vraisemblablement pas prête de s'amenuire quand on sait qu'on est entre Genève, Annemasse, Annecy, Lyon, Grenoble et demain Turin, qu'on est à 3 heures en TGV de Paris, qu'on est à 45 minutes de 2 aéroports internationaux, qu'on a ce territoire entre lac et montagne qui est béni des dieux. C'est sûr que ça donne envie à tout un tas de monde de venir. Alors le problème, c'est comment on fait pour éviter la fracture sociale. Bien, il faut bien continuer de construire. Et quand on affiche 1250 logements contre un petit peu moins de 900 par an, c'est aussi avec des objectifs de mixité sociale pour justement qu'on ne se retrouve pas dans la raréfaction de l'offre et donc dans l'envol des coûts, comme on l'a vu à Annemasse, comme on le voit à Annecy. Et c'est pour ça qu'on veut absolument préserver ce nombre d'habitants, ce nombre de logements supplémentaires en l'augmentant pour que chacun puisse continuer de bien grandir et de bien vivre ici. Sinon, on aura le même phénomène
Et là, il y aura une rupture sociale. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors effectivement, il y a de la densification. Maintenant, objectivement, à part mettre des barrières pour savoir qui vient, je ne vois pas bien comment on freine une dynamique d'un territoire. Et je pense que notre responsabilité, c'est de l'accompagner durablement pour garder les équilibres. Voilà, moi, ce que je voulais simplement dire. Merci beaucoup. Merci. Alors, plusieurs remarques. D'abord, une remarque de procédure et de calendrier. Il peut effectivement paraître surprenant qu'on termine, avant la fin de l'année, l'élaboration du PLUI. Le législateur a organisé les textes de telle manière que si nous ne respectons pas ce délai, un certain nombre de collectivités vont se retrouver sans document d'urbanisme. Donc nous avons cette obligation dans le cadre intercommunal. C'est une marche très rapide qui explique d'ailleurs que, y compris ce soir dans les documents qui vous sont transmis, notamment dans les documents photographiques qui sont joints à la délibération, je m'aperçois qu'il y a encore quelques doublons, quelques erreurs et qu'il faut encore continuer à balayer, revisiter le texte. Ensuite, toujours sur le plan de la procédure, nous serons amenés à revoir au niveau intercommunal le document, puisqu'il y aura dans quelques semaines, après désignation, je pense, d'une commission d'enquête, et non pas d'un commissaire enquêteur, d'une enquête publique qui se déroulera sur le mois de juin et sur le mois de juillet, qui nous permettra de revisiter en particulier les demandes individuelles qui commencent à se faire jour, parce que la restriction des surfaces urbanisées pose et provoque effectivement des questions dans un certain nombre de familles. Et je pense en particulier aux familles qui ont réglé des successions au cours des dernières périodes en payant des droits sur des terrains constructibles, et ces terrains ne seront plus constructibles. Alors, sur cette question de la densification, je pense qu'il faut effectivement qu'on se replace d'abord dans une démarche nationale. Au plan national, nous avons, suite à la loi de 66, largement étalé l'urbanisation comme on tartine autre chose. Le bilan français est peu élogieux. Nous urbanisons dans les 15 dernières années la surface, nous imperméabilisons la surface d'un département français tous les 7 ans. Et dans le même temps, la forêt a gagné à peu près la même surface en France. Donc on ne peut pas continuer à consommer du foncier à ce rythme-là. Et quand on regarde les photos satellites de notre grande conurbation qui va de Grésy-sur-Aix jusqu'à Montmélian, et qu'on regarde là aussi comment la tâche s'est agrandie proportionnellement à la population qui est venue, ça pose question. Et donc il faudra effectivement qu'un certain nombre de secteurs qui ont été jusque-là peu habités, qui sont au port d'axes bien desservis, connaissent progressivement une urbanisation. La question de l'augmentation de la population et du chiffre qui est annoncé dans le document. Je pense que nous sommes tous, tant qu'on est autour de cette table, et quelle que soit la liste auquel on a appartenu il y a 5 ans, face à la même interrogation. Ce chiffre, ce n'est pas nous qui le sortons d'un chapeau, c'est les prévisions de l'INSEE qui anticipent ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que nous avons, comme cela a déjà un peu été dit, 2 attitudes à avoir. Soit on laisse faire les choses sans les avoir anticipées, et il va se passer ce qui est déjà à l'œuvre sur notre territoire, c'est-à-dire une augmentation des prix du foncier, aussi bien le prix du foncier industriel, enfin économique, que le prix du foncier habitat, et on va donc amplifier le phénomène qui est déjà à l'œuvre, qui renvoie un certain nombre de familles qui veulent accéder à la propriété très au loin de notre agglomération. Voir ce qui se passe dans le canton d'Yenne, voir ce qui se passe dans le secteur de Saint-Pierre-d'Abiney. Et je pense que ces familles qui se retrouvent un peu à l'isolement, à une forme d'exclusion, qui manifestent leur mécontentement dans une carte de vote particulière, il faut qu'on évite que ça prenne davantage d'ampleur. Donc, nous devons accompagner le mouvement. L'objectif d'un document d'urbanisme intercommunal, c'est d'essayer de planifier les choses et de le prévoir le plus intelligemment possible, en évitant à la fois les concentrations et en évitant aussi les déserts.
Mais pour éviter concentration et désert, il faut non seulement qu'il y ait des opportunités foncières, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre d'équipements, d'aménagements qui rendent ces lieux viables et vivables. Bon. C'est le sens de la démarche que nous avons faite avec Hervé Guémard, quand nous avons effectivement demandé à la ministre des Transports de désigner un ingénieur général en mission pour nous accompagner dans la réflexion sur la problématique des transports à l'échelle de notre territoire. Des transports avec un grand T et avec un grand S. Parce que les problématiques que nous avons à régler sont de niveaux différents, de maîtres d'ouvrage différents, mais il faut que, législativement, si je puis dire, tous ceux qui veulent travailler ensemble puissent également le faire en bonne intelligence. Alors si on part du niveau de l'État, à l'État, quand j'ai rencontré M. Rostagna, je lui demande deux ou trois questions, de nous apporter, de nous accompagner dans 2 ou 3 problématiques particulières. L'État a décidé de supprimer le contournement autoroutier de Chambéry. Soit. On fait comment pour faire face à l'augmentation du trafic sur la VRU, pas seulement de poids lourds, mais également de voitures, et comment, à l'échelle de la grande région, l'État anticipe le réseau routier, les connexions, pour éviter la saturation, la thrombose de notre ville. Je rappelle que sur la section la plus chargée, la VRU est aujourd'hui à plus de 100 000 véhicules jour, et que les fameux samedis qu'on a tous en tête de saturation de la VRU, on est autour de 114 000. Donc on n'est pas très loin de cette thrombose. Donc l'État doit nous aider à trouver des formules de substitution, route ou autre chose, ou autre mode de transport, pour nous éviter cette saturation. Ensuite, l'État est l'autorité organisatrice des transports ferroviaires intercités et internationaux. Il y a aussi dans les discussions avec la SNCF un certain nombre de pressions amicales dont nous avons besoin. Ne nous voilons pas la face. La politique de la SNCF aujourd'hui, c'est de ramener les TGV sur la seule ligne à grande vitesse et à emmener le reste des villes par une connexion par TER. Dans notre cas, je suis désolé, en l'état des choses, c'est aberrant. C'est aberrant parce que ni la ligne par Ambérieu, ni la ligne par Saint-André-le-Gaz ne sont capables de nous assurer une desserte TER de qualité. Donc ça renvoie à la question qui a été repoussée dans la mission Duron, qui est celle des accès au Lyon-Turin ferroviaire. Bon. En faisant porter le focus de manière particulière sur notre agglomération, j'espère qu'on arrivera à influer sur ce qu'est la logique du rond. Et puis, vous avez parlé de la gare, elle est évidemment internationale, et à mon avis, elle est encore internationale pour longtemps, puisque je rappelle que le document que nous votons a pour durée de vie 2020-2030, et que le tunnel de base du Lyon-Turin, il ouvrira, dans le meilleur des cas, au-delà de 2030. Donc, non, on n'est pas... Il faut bien sûr avoir la préoccupation, mais on n'est pas dans une question qui va se régler maintenant. Enfin, toujours par rapport à l'État, se pose la question des grands mouvements migratoires routiers que nous connaissons en Savoie du fait du développement du tourisme. Il y a des années qu'on parle de l'étalement des vacances, des choses comme ça. Ça fait aussi partie, pour moi, des éléments de la mission de M. Rostagna. Ensuite, il y a les discussions entre les acteurs du transport collectif, région, agglomération, interagglomération, et évidemment les communes, puisque nous sommes directement intéressés. Nous sommes, je sais que ce n'est pas l'avis de M. Dupassieux, mais nous sommes en discussion avec la région et la SNCF sur une meilleure utilisation de l'épine dorsale que constitue la ligne SNCF entre Aix-les-Bains et Montmélian, au moins, comment l'État peut nous accompagner, nous aider, être facilitateur dans cette discussion
dont une étape a eu lieu cet après-midi et qui se passe plutôt bien. On devrait pouvoir avancer d'ici l'été sur un document contractuel. Voilà un autre élément que j'ai présenté également à M. Rostagna. Et puis, dans les questions qui se posent aussi, et où les politiques de l'État, notamment sur le plan fiscal, vis-à-vis des particuliers, mais aussi vis-à-vis des entreprises, peut avoir un rôle, c'est comment on accroît le transfert de la circulation voiture vers les autres formes de transport, transport en commun, mode doux, etc. Quelle incitation peut-il y avoir des territoires où il y a des incitations un peu plus fortes compte tenu de leur géographie, puisque nous avons cet enjeu de la Cluse. Voilà un des éléments que j'ai également mis sur la table. Sur les autres questions que vous avez soulevées, notamment sur les questions liées aux OAP et à la densification. Je pense que, effectivement, la densification, elle est toujours plus facile à accepter quand on n'est pas concerné que quand on est concerné. Et on voit bien aujourd'hui que dans différents quartiers de la ville, les projets menés par tel ou tel opérateur, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, dès lors qu'il s'agit de substituer à des maisons individuelles des collectifs, quelle que soit la forme du collectif, ça provoque une réaction. Donc il nous faut trouver des formes d'architecture, et ça c'est un débat qui est difficile, que nous menons avec les promoteurs pour avoir des choses qui facilitent l'acceptabilité des projets. Il y a dans le PLU de Chambéry, dans le PLUI, un certain nombre d'opérations plus particulières. Alors, vous avez cité le cas de Maché et de l'hôpital. Sur Maché, je vous rappelle qu'au début du mandat, nous avons essayé d'envisager une autre localisation pour l'école de Maché, pour sa reconstruction, qu'un travail a été fait, que ce travail n'a pas été concluant et que j'ai moi-même annoncé aux parents d'élèves que nous reconstruirons l'école de Maché à la place où elle est aujourd'hui, sur le ténement qu'elle occupe aujourd'hui. Et donc j'avoue que j'ai été un peu surpris quand on me dit que les choses n'avaient pas été comprises correctement. Donc là-dessus, pour moi, les choses sont claires. Pour autant, pourquoi va-t-on envisager le déplacement éventuel de Maché? Parce que si on voit à moyen terme le développement de l'hôpital, il aurait sans doute été intéressant pour le centre hospitalier de pouvoir accroître sa réserve foncière sur place. Malheureusement, ce n'est pas possible. On a même envisagé, discuté avec l'hôpital, d'un transfert de l'école à la place de Sainte-Hélène pour que Sainte-Hélène réintègre le site de Maché, mais dans les perspectives financières de l'hôpital, ce n'est pas quelque chose qui pourra se mener dans les 15 ans qui viennent. Voilà. Donc l'hôpital est néanmoins intéressé par la bande qui est immédiatement en limite de sa propriété, d'où le sens de la réserve foncière que j'ai d'ailleurs confirmée dans une récente discussion avec le nouveau directeur de l'hôpital. Il y a la densification heureuse ou la densification malheureuse, elle peut être aussi à l'œuvre quand on reprend un quartier comme le quartier des Combes. Et dans le PRU, tel qu'il a été adopté, voté, et il me semble que vous avez participé au vote, Monsieur Serino, il y a un certain nombre de montées d'escaliers, de bâtiments dont la démolition est prévue au PRU. Si je prends par exemple le bâtiment de Bois-Joli, les choses sont actées, mais sur Serpollière, les deux montées qui sont le plus au nord figurent à l'issue des concertations dans ce qui sera démoli. Et d'ailleurs, Cristal Habitat a commencé à engager cette procédure qui veut dire qu'on relocalise d'abord les locataires occupants. C'est une procédure, vous le savez bien, qui va être relativement longue. Mais qui dit démolition dit aussi des reconstructions, notamment d'autres types de logements. Puisque la mixité sociale, elle doit s'appliquer dans ces quartiers-là également, et dans le secteur du Bois-Joli, dans le secteur de la rue de la Doria, pardon, des projets verront le jour qui donneront une autre mixité de population,
C'est également dans ce cadre-là que s'inscrit la rénovation, reconstruction de l'école de Verbois. Bon. Sur l'école de Verbois, les travaux d'études du bâtiment existant avancent et on devrait pouvoir, vraisemblablement au Conseil du mois de juillet, adopter une orientation sur ce qu'on lance comme concours sur ce secteur-là. Vous avez évoqué le secteur de la labia. Je pense que chacun sait que la plaine de Magère est saturée en termes d'occupation par les sportifs, qu'il nous faudra un jour ou l'autre envisager l'extension de cette plaine et que le seul endroit où l'extension de la plaine de Magère peut se faire, c'est de l'autre côté de la rue de la Labia. Donc, une discussion est en cours avec des acteurs locaux. Il y a d'abord complètement au nord, plus près de la Bisserenne, un problème de parking que tout le monde reconnaît. Ce site est complètement saturé, donc il y a sans doute dans le secteur qui est sur la partie gauche de la route, quand on vient de Cognin, un espace qui est à aménager pour trouver des places supplémentaires. La grande partie qui est devant le château, il faudra sans doute la réserver moyen terme pour agrandir la plaine de jeu de Magère. C'est ça le sujet. Voilà. Sur les autres questions que vous avez posées, il y a la question de l'articularité entre le SCOT et le PLU. Oui, comme les deux équipes travaillent ensemble, comme les élus qui travaillent sur les deux dossiers sont un peu les mêmes, on peut espérer que les copies se retrouveront l'une dans l'autre. C'est d'ailleurs le sens de mon intervention samedi matin à Métropole Savoie. Il faut absolument que les orientations que nous voulons avoir en termes notamment de mixité de logement, on est dans un habitat qui est un habitat déjà densifié. Donc il faut jouer avec délicatesse parce que chaque îlot a ses particularités et on ne peut pas avoir simplement dans le SCOT une règle générale qui, demain dans un contentieux, nous bloquerait dans le projet d'aménagement de tel ou tel point. La ville, elle doit continuer à évoluer, et ça sera ma conclusion, sur le plan urbain pour tous. Au cours des 30 dernières années, j'ai parlé tout à l'heure des gens à revenus moyens modestes qui sont partis très loin. Il y a des gens à revenus plus performants, si je peux utiliser l'expression, qui ont choisi de quitter Chambéry pour aller sur d'autres communes, parce que c'était plus agréable à vivre. Bon, ces gens avancent en âge, se rendent compte aujourd'hui des difficultés de mobilité et souhaitent revenir. Ils doivent aussi retrouver leur place dans Chambéry. Nous devons veiller à avoir un territoire qui, sur le plan urbanistique, soit équilibré pour accueillir tout le monde et pour continuer à accueillir de l'activité économique. Parce que dans le 1,3% dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a sans doute la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, il y a ce que l'on fait collectivement, les élus de ce territoire, pour le faire connaître, améliorer son attractivité. Il y a ensuite la saturation des territoires au nord, je parle de toute la Haute-Savoie, qui sous la pression de la Suisse est en train de progressivement s'asphyxier. Il y a ce qui se passe au sud, où dans l'agglomération grenobloise, suivant où on est, tout le monde n'a pas le sentiment d'être le bienvenu sur le plan économique, et où des gens s'intéressent de ce fait à notre territoire. Et puis, je pense sincèrement qu'il y a aussi la conséquence de la loi qui a modifié la carte de France sur le plan régional. La grande région Auvergne-Rhône-Alpes amène un certain nombre de décideurs, d'entreprises, d'administrations à repenser leur carte de localisation. Et si Lyon reste bien le point central et la colonne vertébrale autour du Rhône de notre grande région, j'ai tendance à dire que notre région est aujourd'hui un peu comme un papillon avec deux grandes ailes. Et d'un côté, Clermont-Ferrand est le centre naturel, d'où on rayonne. De l'autre côté, Chambéry se trouve
positionné à une vraie position, un vrai carrefour. Et quand on voit la Caisse des dépôts, par exemple, développer une unité à Chambéry, des groupes immobiliers, je pense par exemple à FH, qui l'a déjà fait, mais il y en a d'autres qui travaillent sur le sujet, qui viennent localiser à Chambéry leur direction régionale, on doit faire face et accompagner cette évolution. Le pire pour nous, ce serait que de belles entreprises viennent sur le territoire chambérien et que ceux qui y travaillent, et en particulier ceux qui ont les meilleurs revenus, partent tous les jours au loin pour aller se loger. Or, nous avons besoin, au titre de la mixité, que ces gens restent sur le territoire. Je le redis, le combat pour faire venir des entreprises sur notre territoire, ce n'est pas un combat par plaisir. Mais partant de la posture qui est la nôtre, de la conviction qui est la nôtre, que c'est bien l'économie et l'entreprise qui fait le revenu des habitants, plus nous aurons d'emplois sur notre territoire et d'emplois qualifiés, plus nous augmenterons le revenu moyen par habitant de la population chambérienne. Pendant longtemps, on nous a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. C'est une conviction qu'on peut partager. Mais il me semble que le mouvement social qui se développe depuis maintenant près de 6 mois dans notre pays nous rappelle aussi que s'il ne fait pas le bonheur, il y contribue. Et donc, permettre à nos habitants d'avoir un peu plus de revenus, c'est aussi un combat qui est un combat politique. Évidemment, le centre ancien de Chambéry, notre cœur historique, qui n'a pas connu de travaux de rénovation lourds, importants depuis très longtemps, si ce n'est des rénovations de façade, si on sait l'accompagner, peut avoir un attrait supplémentaire, notamment pour ces familles qui sont demandeuses d'un habitat de qualité en cœur de ville, en centre-ville. Mais il faut aussi adapter les cellules qui y sont. Un appartement de 300 mètres carrés place Saint-Léger, c'est très beau. Enfin, c'est très beau, ça dépend dans quel état c'est. Hein. Mais ça correspond plus forcément. Ça peut être très beau, oui. Ça correspond plus forcément à ce que demande une famille moyenne. C'est le même combat que celui que Cristal mène dans un certain nombre d'immeubles de son parc, où il y a de très beaux appartements, très grands appartements, mais où il n'y a plus personne dedans, parce qu'aujourd'hui, les familles sont plus petites, et à l'inverse, Alexandra Turnard me répète régulièrement qu'elle n'arrive pas à faire face à la demande pour les petits appartements, les T2 en particulier, et les T3. Donc il nous faut aussi accompagner cette mutation du parc existant pour améliorer l'offre, autant que création de bâtiments nouveaux. Voilà, je soumets donc... Oui, monsieur Caraco. Oui, une question en fait liée à la réponse de Madame Beau sur la gare routière. D'une part, vous avez évoqué un projet sur l'aéroport, si vous pouvez en dire un peu plus, parce que c'est quelque chose que Bonjour, voilà. D'autre part, vous avez dit que la Cassine faisait partie des possibilités de localisation de la gare routière. Compte tenu du fait que la Cassine, ce qui serait à mon avis une très bonne localisation, mais compte tenu du fait que la Cassine se remplit de plus en plus, que le parking en ouvrage tel qu'il est prévu laisse quelques quai-bus devant non abrités, mais enfin pas grand-chose, où irait la gare routière à la Cassine? Alors d'abord, pour l'aéroport, je vous avoue franchement que ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, dans la mesure où c'est le département qui avait évoqué, je veux dire, cette question. Je veux dire, je ne sais pas si la région le reprendra en tant que tel. Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, je vous ai dit qu'effectivement, le sujet était à l'étude et qu'on n'excluait pas d'ailleurs de les laisser là où ils étaient, c'est-à-dire vers la poste aujourd'hui. Donc voilà, c'est à l'étude. Je ne peux pas vous répondre au-delà de ça. Et ça se travaille forcément avec la région, parce que c'est la région oui, qui pilote les cars interurbains. Monsieur Serino. Oui, vous dites, monsieur le maire, que le mouvement social qui s'est développé ces derniers mois, au fond, s'est développé parce qu'il est demandeur d'argent. C'est certainement vrai, en partie. Il est surtout demandeur de services publics. Il est surtout demandeur d'une qualité de vie différente et il est surtout demandeur d'une considération géographique. Et vous l'avez évoqué dans une partie de votre propos en parlant notamment du secteur de Saint-Pierre-d'Albigny. On pourrait aussi parler de l'avant-pays savoyard. On pourrait parler de plein de secteurs.
Moi, il y a un certain nombre de choses que vous avez dites sur lesquelles on peut se retrouver, et c'est d'ailleurs toute la difficulté de cette démarche PLUI-HD, parce qu'il y a le D qui nous sépare profondément. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je trouve que vous continuez à manquer d'ambition collectivement sur ce sujet, mais sur d'autres questions, je pense qu'il aurait été, et ça me le confirme ce soir, encore plus intéressant qu'on ait vraiment un échange précis sur la question de la densification viable et vivable. Je reprends vos termes, vous avez repris une partie des miens. La question de la respiration urbaine, hein, bon, je ne vais pas redévelopper. Ce qui me gêne quand même globalement dans l'affaire, c'est qu'on est sur des intentions. Et que quand on veut rentrer dans le détail, de la mise en œuvre et de réglementation, on ne perçoit pas quels peuvent être les apports au-delà de la loi, quels peuvent être les apports que vous allez imaginer, en tout cas on ne les voit pas dans le texte, pour justement aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure sur cette densification vivable. On a l'impression que c'est une densification d'opportunités beaucoup plus qu'une densification vivable. Et ça, je crois que c'est un problème qui reste en suspens aujourd'hui. Pour le reste, effectivement, on ne peut pas tout détailler malheureusement, hein, parce qu'il y a tellement de choses, mais je note quand même que suite à la question d'Alain Caraco, il y a de très fortes chances pour que les cars interurbains restent au Vernet. Bon, on revient à des choses qui sont... Non, d'accord. Alors vous nous expliquerez comment ce sera fait, c'est très bien. Je regrette toujours quand même, Monsieur le Président l'a un peu évoqué, mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu un bilan de l'ancien PDU, et qu'un certain nombre de documents d'ailleurs soient même pas chiffrés en année 0 à partir de 2018. Alors ça fait peut-être partie des coquilles que vous avez repérées vous-même, Monsieur le maire, mais je les ferai passer pour pas alourdir le débat. Voilà. Enfin, plus généralement, on a devant nous des enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants de transformation écologique, de transformation sociale, et je pense que vous oubliez quand même dans une part de votre propos, même si sur un certain nombre de ceux-ci, on peut avoir une discussion constructive, vous oubliez quand même très fortement le fait qu'il n'y a pas que des gens riches qui sont souhaitables, il n'y a pas que des gens riches qui peuvent venir, il n'y a pas que ces personnes à attirer, et il faut toujours prévoir, et je trouve que c'est peu ambitieux sur ce plan, il faut toujours prévoir un accueil amélioré, un accueil grandement amélioré de ceux qui ne pourront pas être les piliers éternels de la Startup Nation. Hein. Merci. Monsieur Serino. Tant mieux. Si nous sommes en phase, j'en suis extrêmement heureux. Comme nous avons la chance d'avoir un débat qui est enregistré, vous aurez loisir de réécouter attentivement mes propos et vous verrez que j'ai parlé explicitement d'une ville qui accueille la diversité des situations, et c'est le sens de notre combat, c'est bien de faire une ville qui soit une ville diverse, plurielle, qui permette à chacun de trouver sa place côte à côte et non pas de manière sectorisée, parcellisée, caporalisée. Là-dessus, c'est très clair. Quant au document, le document, c'est un document qui va permettre de faire. Mais effectivement, il y a deux manières de prévoir que ce document va permettre de faire. On peut soit vouloir tout régenter, et à la limite, le maire convoque les architectes dans son bureau et dessine lui-même ce qu'il veut voir, ou on peut avoir une vision plus large qui permet à chacun, porteur de projet, de venir inscrire sa créativité dans un cadre qui est le cadre qui est proposé aujourd'hui. Ma sensibilité personnelle me fait m'intéresser depuis très longtemps aux questions d'urbanisme, mais je considère aussi que l'urbanisme doit permettre à la créativité de s'exprimer. Je ne veux pas un document, et je pense que les élus de l'agglo, majoritairement c'est notre tendance,
On ne veut pas un document qui fige les choses avec la vision qu'on a aujourd'hui, alors que, je le redis, ce document aura valeur jusqu'en 2030, dans le cas de la législation d'aujourd'hui. Simplement pour mémoire, le PLU que nous appliquons en ce moment, il date de 2004, c'est-à-dire qu'il aura vécu pendant près de 16 ans. C'est ça. Voilà, donc c'est un document. Une quinzaine de modifs. Ce qui était les prévisions, la planification, le mode de pensée en 2004 est plus tout à fait d'actualité en 2019. C'est pour ça qu'il y a eu autant de modifications du PLU. Il y en aura, le document, le PLUI, il aura des modifications, mais dès lors qu'elles sont PLUI, elles seront un peu plus lourdes à gérer. Voilà, je soumets donc ce document aux voix, sachant que vous avez donc trouvé l'annexe qui reprend les points sur lesquels j'ai déjà attiré l'attention de l'agglomération et des faiseurs du dossier pour apporter un certain nombre de corrections. Alors, je passe aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y a 10 oppositions, des abstentions. Monsieur le Président, Chambéry aura donc adopté le PLU.